Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là ce soir au Musée des Arts et Métiers. Nombreux. On nous a dit que la salle a été plus que complète, paraît-il. Donc, merci d'autant plus d'être venus pour écouter ce soir cette présentation, cette conversation autour d'un livre qui paraît aujourd'hui. En fait, on participe tous ce soir à un lancement d'un livre En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, qui est donc rédigé par Antonio Casilli, qui est là. Antonio Casilli, qui est enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, chercheur associé à l'EHESS, sociologue, et connaisseur aussi des questions économiques, ça on va le voir évidemment, c'est au cœur du livre, de ce livre-là, qui est une réflexion, une enquête à la fois très concrète et en même temps on ne peut plus contemporaine. Antonio Casilli, vous mettez des mots, vous mettez des chiffres, vous nous donnez des récits au service d'un dévoilement, je dirais, derrière certains termes quasiment magiques aujourd'hui ou légendaires, surnaturels, comme deep learning, comme intelligence artificielle, comme automation, robotisation. Vous utilisez plus automation d'ailleurs que robotisation. Derrière le fantasme ou les prédictions du travail robotisé, eh bien vous nous dites, voilà le dévoilement qu'il y a et qu'il y aura encore longtemps, donc selon vous, la présence avant tout de l'action humaine. Et pour le dire autrement, des humains aujourd'hui, et pour encore un petit moment, travaillent pour les robots. Le terme central du livre, c'est digital labor. Donc ça ne signifie pas seulement travail numérique, on ne peut pas le traduire uniquement comme ça, et vous conservez d'ailleurs le terme en anglais. Dans ce livre-là, vous nous direz sans doute pourquoi. C'est un terme multifacette qui permet de parler d'une multitude d'acceptions du travail humain, plus ou moins souterrain, avec, pour et avant les robots. Alors ce livre, En attendant les robots, fait le point sur nos activités numériques. Et à partir du moment où on a ce genre d'outils sur soi, on est concerné par ce que vous racontez dans ce livre-là. On en est même les acteurs, en tout cas on fait partie des acteurs de ce livre-là, à partir du moment où on touche, mot digital, hein, qu'on touche avec le doigt un écran de temps en temps. Et donc vous faites le point sur nos activités numériques et sur les formes qu'elles prennent, mais aussi... c'est, je pense, un livre sur le travail, sur ce qu'il est aujourd'hui, sur ce qu'il devient et sur ce qu'on pourrait en faire aussi. Ça, c'est une question importante. Mais pour ça, il faut prendre conscience de ce qu'est le travail aujourd'hui à l'ère numérique. Et c'est ce que vous nous aidez à faire grandement avec ce livre dont le titre est « En attendant les robots ». On peut commencer par ça. C'est une provocation, Antonio Casilli, ce titre. Pour me permettre, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Thomas Baumgartner, merci pour cette introduction qui présente le sujet du livre et qui pose d'abord les bonnes questions. Oui, bien sûr, le titre est d'abord évidemment une évocation beckettienne, donc on attend les robots comme on attend Godot, hein. Ils ne vont jamais se concrétiser, et pourtant l'attente et cette pause interminable avant l'arrivée de ces robots fantasmatiques, j'insiste beaucoup sur cela à l'intérieur du livre, est ce qui compte aujourd'hui. C'est vraiment une expérience collective qu'on est en train de faire, celle de se concentrer sur quelque chose qui est un mirage, qui est un horizon utopique ou dystopique, selon, hein, évidemment, et qui est l'arrivée de ces robots. Alors évidemment, de quel robot parle-t-on? Ou alors de quel robot est-ce que je parle à l'intérieur de cet ouvrage? C'est pas des robots anthropomorphiques, ou alors même si évidemment il y a l'élément d'évocation d'un robot en particulier, d'un automate qui s'appelle le Turc mécanique, dont peut-être on va parler dans quelques minutes. Mais les robots dont je parle sont des robots de code. Finalement, sont des logiciels, sont des algorithmes apprenants surtout, sont des machines de code auxquelles on contribue toutes et tous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se sert, par exemple, d'un moteur de recherche, ce moteur de recherche apprend. À chaque fois qu'on utilise une application, cette application s'améliore, se calibre, s'adapte à nos usages, s'adapte à nos vies. Et
alors, de ce point de vue-là, le robot devient une sorte de métaphore d'une mise au travail des personnes qui sont invitées à participer à chaque fois par leurs propres usages numériques à la mise en place d'un système qui est un système qui évidemment produit des services, produit même des marchandises dans certains cas, mais qui a besoin constamment d'une contribution humaine. D'où l'idée, et là j'explique aussi brièvement pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut parler de digital labor et non pas de travail numérique, parce que le français est une langue merveilleuse, j'en sais quelque chose parce que j'ai dû l'apprendre il y a quelques années à peine, mais c'est une langue extrêmement polysémique. Et donc en l'occurrence a une tendance à faire converger dans le même mot, travail en l'occurrence, énormément de significations, que dans d'autres langues, je pense à l'anglais, je pense à l'allemand, sont séparées. Alors par exemple, en anglais on dirait work pour indiquer l'aspect matériel du travail, le fait de transformer notre réalité. On parlerait de job pour indiquer une profession, voilà, ou un ensemble de savoir-faire lié au fait de réaliser certaines tâches au travail. Et on parlerait de labor pour indiquer le travail en tant que relation sociale, travailler avec, travailler pour. Donc il y a aussi des éléments, si l'on veut, de subordination ou de création de solidarité autour de la tâche productive, du geste productif. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut parler de labor, malgré le fait qu'en français, évidemment, cela évoque l'idée de labeur, donc de fatigue ingrate. Et il y a peut-être un petit côté de ça dans ce que je dis. Et après, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut parler de digital et non pas de numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique, en particulier, évoque constamment le savoir expert d'un numéricien, d'un data scientist, d'un scientifique, d'un ingénieur, qui n'est pas forcément la figure professionnelle sur laquelle je m'attarde dans cet ouvrage, sur laquelle je me penche, mais au contraire, je travaille, ou alors plutôt, j'effectue des recherches sur les gens qui travaillent de leurs doigts. Donc c'est digital parce que c'est du latin digitus, c'est le doigt. Donc c'est du travail du doigt, c'est du travail du clic à proprement parler, parce que c'est un geste qui est tellement simple que chacun d'entre nous le réalise. Et après, évidemment, là, on a aussi besoin, parce que c'est tellement abstrait, parler de digital labor, de travail du doigt, même travail du clic. Il faut vraiment nourrir de ce que je cherche à faire dans cet ouvrage, d'exemples concrets, et donc renvoyer par exemple à des tas d'applications qui s'appuient sur le travail humain, sur le travail digital humain, comme par exemple des applications qui vous permettent d'avoir accès à des services, disons, comme par exemple la livraison express. Donc, par exemple, chaque fois que vous commandez une pizza sur Deliveroo, vous devez effectuer un ensemble de tâches numériques et de production de données pour pouvoir effectuer cette livraison à la fin, ou alors pour permettre à quelqu'un d'effectuer cette livraison. Ou alors, de l'autre côté, à chaque fois que vous commandez un VTC avec Uber ou d'autres applications de ce type-là, vous êtes en train là aussi de produire de la donnée, d'aider le calibrage d'algorithmes qui apprennent, et donc vous êtes en train, tout en réalisant des services qui sont concrets, qui sont matériels. On n'est pas dans l'immatériel, on n'est pas dans le virtuel du tout. On est en train de produire de la data et d'aider la mise en place de ces robots qui, je répète, sont fantasmatiques, mais ils sont aussi des robots de code qui existent. Là, il faut l'allumer. Antonio Casilli, dans ce que vous... Il y a une histoire que vous racontez au tout début de ce livre-là, qui est l'histoire d'une start-up qui vend une solution basée sur l'intelligence artificielle. Et vous discutez avec un stagiaire de cette start-up qui vous fait comprendre qu'en fait, de solutions d'intelligence artificielle pour produire le service proposé, il n'y a pas. Est-ce que, même à travers le titre, encore une fois, est-ce que vous nous dites qu'on se berce d'illusions concernant, non pas les robots, parce que finalement, en dehors du titre, c'est pas un mot que vous utilisez beaucoup, mais concernant l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui présentée comme un horizon et industriel et social quasiment présent? Tout d'abord, je vais raconter un peu cette histoire
comment dire, que je présente au tout début du livre. En même temps, je vais aussi introduire des caveats parce que c'est important. Alors, donc, au début du livre, je raconte l'histoire de Simon. Simon est une personne que j'ai interviewée dans le cadre d'une enquête qu'on est en train de réaliser. Je vois aussi certains de mes collègues dans la salle ici, avec des chercheurs de Télécom ParisTech, du CNRS et d'autres universités. Il y a aussi des syndicats, il y a aussi la France Stratégie qui font partie de cette enquête. Et donc, à un certain moment, nous, on interviewe des personnes qui, dans la plupart des cas, entraînent des intelligences artificielles, dressent des intelligences artificielles, comme si c'était des animaux. Il faut comprendre que les applications et les algorithmes ne sont pas capables de faire ce qu'ils font d'entrée. Ils ne naissent pas déjà comme dotés de cette capacité à justement commander des pizzas ou sélectionner la bonne information. Voilà. Il faut que quelqu'un enseigne ou dresse véritablement ou entraîne véritablement ces intelligences artificielles. Et donc nous, dans notre enquête, donc, on interviewe des personnes qui réalisent par exemple des tâches qui sont souvent des tâches extrêmement simples, vraiment regarder une vidéo et dire si c'est dans cette vidéo il y a un homme ou une femme, ou alors, je ne sais pas, regarder cette photo et compter combien de photos contiennent des chatons et combien contiennent des arbres. Voilà. Ils sont payés très très peu. Et dans certains cas, on tombe aussi sur des personnes qui sont d'un type un peu particulier, qui sont des whistleblowers. C'est des gens qui tirent la sonnette, qui disent « attention, il y a un côté arnaque ». Ce n'est pas seulement une question d'entraînement d'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une question de calibrage, ce qui est, encore une fois, un aspect peu connu de la mise en place des intelligences artificielles, mais il y a carrément des entreprises qui vous disent produire des intelligences artificielles, alors qu'en réalité, et c'est le cas de cette personne que j'ai interviewée au début, que j'appelle Simon, même si ce n'est pas son vrai nom, et qui travaillait pour une entreprise qui disait bon, on produit de l'intelligence artificielle, mais finalement, non, ils produisent tout simplement une plateforme qui fait réaliser les mêmes tâches que l'intelligence artificielle était censée réaliser par des personnes, qu'on les appelle des micro-tâcherons, qui sont à Madagascar. Donc des personnes qui, à Antananarivo, font semblant d'être un robot. Font semblant, par exemple, de répondre à vos requêtes. Qu'est-ce qu'il y a de sympa ce soir à faire à Paris? Et eux, depuis Antananarivo, vont rechercher sur l'officier des spectacles ou sur Google, peu importe, et vous balancent un texto qui dit ce soir, par exemple, il y a une conférence au CNAM. Peut-être que vous êtes victime de cette arnaque-là, voilà. Donc, grosso modo, l'idée est de montrer qu'effectivement, il y a des cas qui sont dans une situation qui, même d'un point de vue légal, rentrent dans une sorte de zone grise ou qui font, à la limite, et c'est la bonne manière de le voir, en anglais on le dit AI washing, c'est-à-dire on fait du recyclage en clé intelligence artificielle d'un service qui est un service peut-être très humble, très simple, réalisé par des êtres humains. Et après, je termine. C'est important de donner ces éléments-là, ces exemples-là, pour vous montrer à quoi ça revient, ce travail du clic. Et en même temps, j'insiste beaucoup sur le fait que dans ce livre-là, ce n'est pas un livre de dénonciation, ce n'est pas un livre dans lequel je m'efforce à chaque fois de montrer des cas de personnes qui vous mettent dans une situation d'échec ou qui vous mentent. Ce n'est pas un livre pour démasquer un mensonge. C'est un livre pour insister sur un aspect peu connu, et j'insiste beaucoup sur le fait invisibiliser des intelligences artificielles actuelles, parce qu'on n'en parle pas dans la presse. C'est clair que dans la presse, quand les entreprises cherchent à communiquer avec leurs investisseurs ou avec les pouvoirs publics, elles ont plutôt intérêt à dire qu'elles ont des solutions super performantes et super smart, super intelligentes. Elles ne vous disent pas qu'elles marchent, disons, 70% des cas, elles ne marchent pas. Et elles ont besoin à chaque fois d'un petit coup de pouce, un petit soutien de la part d'assistants humains. Et ces assistants humains, parfois, sont payés très très peu. Et quand je dis très très peu, ils sont payés quelques centimes d'euros, voire moins. Ça dépend d'où elles sont. Alors si ces personnes-là sont en France, il y a des bonnes chances qu'elles soient payées 10 centimes, 8 centimes, etc. S'ils sont à Madagascar, il y a des fortes chances qu'ils soient payés 0,006 centimes d'euros pour réaliser cette même tâche. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas un bug, c'est pas une exception, c'est systémique. Voilà. Bon, hop. Non, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous faites la petite histoire aussi de ce rapport magique à la machine,
de cette tricherie possible, avec ce que vous en avez parlé tout à l'heure, le turc mécanique, cette histoire-là. Peut-être le raconter, parce que c'est un peu la matrice de ce qui amène aujourd'hui à une grande partie du digital labor. Alors, le turc mécanique est une autre histoire. Voilà, le mien marche, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je suis bon en technique. Alors, le turc mécanique est une histoire qui remonte au XVIIIe siècle, au fait, et qui pourrait... C'est un automate inventé en 1769 par un monsieur qui s'appelait von Kempelen, et qui pourrait bien figurer dans un musée comme celui-là. Alors, figurez-vous que le seul turc mécanique en fonction aujourd'hui en Europe se trouve dans une petite ville d'Allemagne qui s'appelle Paderborn. Donc, si vous voulez le visiter, le voir, le turc mécanique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une énorme une table comme celle-ci, derrière laquelle il y a un automate, un robot anthropomorphe déguisé en turc ottoman. Donc, d'où le nom turc mécanique. Et ce turc est un joueur d'échecs, parce que donc, sur cette table, il y a justement un échiquier. Et donc, l'histoire ou la légende, qui est un peu une réalité, triste réalité, veut que ce turc mécanique soit le premier exemple d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'était un robot qui était censé simuler le processus cognitif d'un joueur d'échecs pour justement challenger et battre des joueurs d'échecs humains. Et donc l'histoire veut que Napoléon même ait été battu par le turc mécanique au jeu des échecs. Ce qui aurait provoqué l'invasion de l'Allemagne. Je ne sais pas, il faisait des choses, Napoléon. Bref, l'histoire est que, comme toute bonne intelligence artificielle, et c'est pour ça que c'est une métaphore assassine, c'était une fausse intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce turc mécanique se cachait un être humain, un joueur d'échecs qui était un être humain, qui était bien physique, bien organique. Et qui était-il? Alors d'abord, les sources discordantes, certes, s'accordent pour dire que c'était un mec, c'était un homme. Mais sur son identité, il y a plusieurs hypothèses. Certains disent qu'il s'agissait d'un soldat qui avait perdu ses jambes pendant une bataille, qui était donc amputé de ses jambes et qui donc pouvait rentrer dans le turc mécanique pour l'activer. D'autres disent qu'il s'agissait d'un enfant très fin et très maigre, qui arrivait justement à faire bouger les bras et les mains du turc mécanique pour justement faire bouger les pièces des échecs. D'autres insistent sur le fait qu'il s'agissait d'un Italien, je ne sais pas pourquoi en particulier, mais donc, voilà, et d'autres encore insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une personne bossue. À chaque fois, pourquoi je donne tous ces exemples en particulier? Parce qu'il y a, si l'on veut, un élément commun. À chaque fois, c'était des personnes qui avaient quelque forme de minorité physique, on va dire comme ça. Donc l'italien, qui à l'époque était la quintessence du migrant ultime, peut-être aujourd'hui, enfin, je sais pas, ou alors une personne qui avait une syphose très forte, ou alors une personne amputée de ses jambes, ou un enfant, c'était pas à chaque fois, c'était pas un joueur d'échecs sublime, c'était pas un master, un maître des échecs. Donc la personne qui faisait bouger ce turc mécanique était quelqu'un qui finalement n'était pas justement un sublime, un maître total absolu. Et ça, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui dans une manifestation récente du turc mécanique. Donc c'est une plateforme qui a été mise en place en 2005 par Amazon, qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Et donc zéro ironie de la part de Amazon, qui reprend telle quelle cette métaphore. Un hommage. Un hommage, on va dire un hommage. Mais après, quand on comprend exactement de quoi il est question, on se rend compte que c'est un hommage qui est un peu une manière de se tirer une balle dans le pied. Mais bref, l'idée est la suivante. C'est une plateforme dans laquelle Amazon met en relation des entreprises ou des requérants, on les appelle comme ça, et des travailleurs. Ces travailleurs, on les appelle les turkers, parce que c'est un mélange entre turc et worker. Les turkers, ils font quoi? Alors non, je vais plutôt vous raconter qu'est-ce qu'ils font les entreprises. Imaginez que vous êtes une entreprise, que vous voulez numériser un service. Imaginez par exemple que vous avez genre 15 ans de factures, de quittances à numériser.
et à retranscrire, et à noter, à marquer s'il y a des erreurs, ou alors qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la comptabilité nationale, etc. etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez embaucher une personne qui s'occupe de la numérisation et la rémunérer pendant toute sa vie, et créer un poste de travail, comme il faut, un emploi classique, encadré par le Code du travail. Ou alors, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, recruter 20 freelancers, et les payer décidément pour moins de temps, et chacun s'occupe d'une partie de cette masse de documents numérisés. Ou alors, vous pouvez aller sur Amazon Mechanical Turk et recruter 100 000 personnes qui s'occupent chacune de un ou deux documents. Donc chacun ou chacune a face à lui ou face à elle, par exemple, une quittance, et il doit la retranscrire. Et il est payé très très peu. Il est payé genre quelques centimes, 1 centime, 2 centimes pour retranscrire une facture. Et grâce à ça, évidemment, vous pouvez mettre en place une solution informatique. Donc vous pouvez mettre en place normalement la numérisation de certains aspects, de certains processus métiers de votre entreprise. Mais de l'autre côté, vous avez évité d'embaucher une personne. Et de l'autre côté, évidemment, vous avez payé très peu un service qui risquait de vous coûter très cher. Surtout, donc la question est que vous pouvez aussi dire que vous avez numérisé alors que vous n'avez pas numérisé du tout, parce qu'au fait, vous êtes tout simplement passé par une plateforme qui fait, justement, comme le dit Jeff Bezos, de la artificial intelligence, de l'intelligence artificielle, de la fausse intelligence artificielle. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un secret. Jeff Bezos n'a jamais caché ça. Il l'a déclaré haut et fort en 2005, au lancement même de la plateforme, au MIT aux États-Unis. C'était une conférence publique, vous la retrouvez aujourd'hui sur YouTube. Il n'y a rien de caché. Mais c'est quelque chose d'invisibilisé. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une différence importante entre quelque chose qui est invisible et quelque chose qui est invisibilisé. Un exemple qui me vient à l'esprit est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Je sais pas. Quelque chose qui est invisibilisé, c'est les techniciens de surface, les femmes de ménage par exemple, dans vos bureaux. C'est des personnes qui sont là, qui occupent nos espaces, les espaces dans lesquels vous êtes chaque jour, et pourtant on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne les reconnaît pas. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec les travailleurs du clic. On les a sous les yeux, chacun d'entre nous en connaît, j'en suis certain, et chacun d'entre nous, d'un certain point de vue, en est travailleur et travailleuse du clic, et pourtant, on n'arrive pas à le voir. Et il y a un problème de perception, il y a un problème qui est de nature optique, mais optique, c'est vraiment même carrément dans nos yeux, d'impossibilité pour l'instant à reconnaître ce travail. Et justement, ça, c'est le défi d'un ouvrage comme celui-là. Je vous rassure, je ne suis pas le seul à avoir écrit sur le sujet, mais certainement je suis l'un des rares auteurs français à le faire. Mais c'est un terme, digital labor, c'est un terme qui a une quinzaine d'années, c'est ça? C'est un terme qui a une quinzaine d'années, enfin c'est un peu plus que ça. Au fait, c'était au tout début des années 2000 qu'une chercheuse italienne d'ailleurs, qui s'appelle Tiziana Terranova, a commencé à parler de digital labor. Et après, le terme a été consacré par une conférence, un colloque qui a eu lieu à New York en 2009, et après par un ouvrage dirigé par un collègue qui s'appelle Trebor Scholz, publié en 2012. Donc c'est un concept récent, c'est un sujet récent, mais un sujet qui commence à avoir effectivement une résonance énorme, non seulement dans les milieux universitaires, mais on commence aussi à en parler dans d'autres contextes. On commence à en parler dans le contexte des syndicats, on commence à en parler dans le contexte des décideurs publics, et plus rarement, on ose en parler dans le contexte des entreprises même. Ce qu'on comprend depuis le début de notre conversation, c'est que le digital labor a au moins deux modes d'existence, c'est-à-dire ce que vous disiez à l'instant, cette multitude de tâcherons, c'est ça, de micro-tâcherons, tâcherons du clic, qui ont des tâches microscopiques, petites, hyper fragmentées, d'un côté, et dont on peut dire que c'est d'une certaine manière, alors, je ne sais pas, parler tout à l'heure du mot travail comme étant polysémique, d'une certaine manière, c'est leur métier, ou un de leurs métiers. Et de l'autre côté, on a, ce que vous disiez tout à l'heure, on en est un peu tous aussi de ce digital labor. Et par exemple, quand on va sur Facebook, ce que vous disiez tout à l'heure, quand on utilise la plateforme Uber, nous sommes aussi dans cette entité du digital labor. Mais comment, Antonio Casilli, quand
quand je mets j'aime sur un post d'un ami Facebook, suis-je un travailleur du numérique ? Alors, pour pouvoir répondre à cette dernière question, il faut remonter un peu en arrière et préciser qu'en effet, le Digital Labor se situe sur un véritable continuum d'usages différents. Moi, je dirais qu'il y a 3 grandes familles, et je cherche vraiment, je m'efforce de bien les présenter dans la partie centrale de cet ouvrage. Il y a 3 grandes familles de Digital Labor. Le premier, c'est le Digital Labor, dont on parle énormément dans la presse. Parfois, certains d'entre nous sont des utilisateurs des plateformes qu'on appelle les plateformes en temps réel ou à la demande, comme Uber, comme Deliveroo. Donc, c'est ce qu'on a appelé à un certain moment l'économie collaborative. Je ne sais pas à quel point on a pu se tromper sur ce terme, parce qu'il y a très peu de collaboratifs, sauf effectivement qu'il y a énormément de personnes qui travaillent ensemble pour produire de la donnée et qui normalement se présentent comme des plateformes sur lesquelles vous pouvez commander des services. Et donc normalement, voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui vous dépose ou quelqu'un qui vous livre de la nourriture, vous commandez d'un clic et évidemment vous payez et les personnes qui effectuent la tâche justement de livrer ou de conduire, elles sont payées. Alors, par contre, on se dit, là, c'est pas du Digital Labor, c'est du travail classique. À la limite, c'est seulement un problème d'encadrement en termes de droit du travail. Et effectivement, il y a énormément de litiges, de contentieux en cours aujourd'hui partout dans le monde pour réaliser cet effort collectif de reconnaissance de ce travail des chauffeurs Uber, des livreurs Deliveroo et ainsi de suite. Alors oui, bien sûr, certes, mais en même temps, si on regarde bien, la partie livraison, la partie production d'un service matériel est très limitée pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'un chauffeur Uber, on a pu estimer, passe tout au plus 40% de son temps à conduire, le reste du temps, 60% donc presque, il le passe sur l'application Uber. Et l'application Uber est le nerf de la guerre, c'est-à-dire est vraiment le véritable producteur de valeur pour Uber, parce que sur une plateforme, sur l'application Uber, qu'est-ce qu'ils font les chauffeurs ? Ils doivent par exemple publier la bonne photo pour se présenter, et ils doivent vérifier le parcours sur le GPS pour ne pas se faire arnaquer par Uber, ils doivent répondre à énormément de messages. Bref, ils font un travail numérique dans la mesure où ils doivent assurer des usages d'une plateforme. Et ils produisent énormément de données. Ils produisent énormément de données qui servent à quoi ? Justement, à nourrir les robots. Et c'est quoi les robots de Uber ? C'est leur véhicule autonome. Alors, véhicule autonome, c'est une façon de parler qu'il soit autonome. Parce que, soyons clairs, l'idée de la voiture qui se conduit toute seule, qui n'a pas de chauffeur, est un rêve qu'on entretient depuis une quarantaine d'années et qu'on n'arrive jamais à concrétiser. Et la preuve la plus évidente, on l'a eu le mois de mars 2018, quand on a eu le premier accident mortel qui impliquait un véhicule de Uber, donc le premier en absolu de véhicule autonome qui a renversé un être humain. Et en Arizona, donc mars 2018, et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ce soi-disant véhicule sans conducteur de Uber, il y avait bien un conducteur. Il y avait quelqu'un qui n'était pas appelé conducteur, qui n'était même pas encadré comme conducteur de Uber, il était plutôt appelé comme opérateur de conduite, qui normalement, disait Uber, il ne conduit pas, non, il ne touche pas au volant. Il surveille quand même. Il surveille quand même. Alors, visiblement, non, pas complètement, parce qu'il y a eu mort d'homme, mais bon, visiblement. Mais donc, la question est qu'est-ce qu'on fait ? Donc, le travail, si l'on veut le travail matériel de production d'un service, d'un bien, d'un produit, pour ces plateformes-là, n'est à mon sens qu'un prétexte. Parce que le véritable travail, la véritable source de valeur, c'est les données. Parce que les données sont utilisées parfois à des fins de monétisation publicitaire. Donc normalement, on s'en sert pour faire du ciblage publicitaire, mais on s'en sert aussi énormément pour faire de l'entraînement d'algorithmes, l'entraînement de systèmes apprenants, l'entraînement de robots, l'entraînement d'intelligence artificielle. Et donc, on a besoin de ces données-là. Et donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une continuité entre cette première famille et 2 autres familles. La deuxième famille, donc, c'est celle du travail, ce qu'on appelle le micro-travail. Donc, tout ce qui relève de Amazon Mechanical Turk, c'est du micro-travail. C'est-à-dire, c'est du travail fait par micro-tâches, de personnes qui sont micro-payées. Souvent, ce n'est pas une source primaire
de revenus pour ces personnes et pour ces familles. C'est une source secondaire qui accompagne à notre travail, dans la meilleure des hypothèses. Donc, c'est des personnes qui, par exemple, travaillent à mi-temps dans une entreprise classique et le reste du temps, ils intègrent avec un petit revenu venant d'une plateforme de micro-travail. C'est ça qu'on appelle les fermes à clics aussi. Alors, les fermes à clics, c'est un type particulièrement louche de micro-travail qui ne sert pas pour produire des services d'automation, mais qui normalement sert à produire de la fausse viralité sur Internet. Il y a aussi ça. Donc, des fermes à clics, normalement, rassemblent à quoi? Des normes sales, frigorifiées, parce qu'elles sont remplies d'équipements, d'ordinateurs, de smartphones, et ça chauffe énormément. Et donc, vous avez besoin de faire travailler des centaines de personnes dans ces fermes à clics, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, c'est comme travailler dans un frigo, littéralement, pour faire quoi? Eh bien, cliquer au hasard, ou pas au hasard du tout. Vous êtes payé pour cliquer sur des applications, sur des pages web, sur des posts sur Facebook, etc., ou sur des vidéos, pour faire monter les compteurs de une marque, une pub, une campagne publicitaire ou une campagne d'un homme politique. On sait que Donald Trump a acheté le travail de fermier à clic, figurez-vous, mexicain, ce qui est complètement ironique, pour faire monter le compteur de sa page Facebook pendant la campagne électorale de 2016 aux États-Unis. On a des exemples aux Philippines, on a des exemples en Tunisie, on a aussi des exemples qui sont un peu plus difficiles à pénétrer aussi ici en France. Normalement, on n'a pas vraiment intérêt à implanter, à installer des fermes à clics en France pour la simple et bonne raison que les Français coûtent énormément. C'est-à-dire qu'un clic réalisé depuis la France par un Français est payé, ça on a eu la confirmation pendant la campagne électorale, la dernière campagne électorale, c'était les socialistes qui avaient acheté des clics et donc ils payaient 70 centimes par clic, ce qui est énorme par rapport à ce que vous pouvez payer au Pakistan, dans lequel pour 70 centimes vous achetez 500 clics. Donc en effet, normalement, il y a des effets de délocalisation virtuelle de ces fermes à clics qui sont plutôt installées dans des pays tiers, dans des pays dans lesquels, à faible revenu, dans lesquels visiblement vous pouvez embaucher des personnes pour lesquelles par contre, là, il ne s'agit pas d'un revenu secondaire. Hein. Si vous êtes à Madagascar, pays dans lequel qu'on étudie, enfin moi et mes collègues, par exemple, c'est un pays dans lequel le salaire moyen mensuel est de 40 €. Qui en plus a subi une baisse vraiment importante dans le courant de la dernière année. Donc 40 €, si vous promettez à une personne de faire du travail du clic et de gagner 200 € par mois, c'est l'Eldorado. Ou du moins, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue de la rémunération. Après, évidemment, le problème principal est que vous n'avez pas d'encadrement, vous n'avez pas de contrat de travail à proprement parler, vous n'avez pas d'assurance maladie, vous n'avez pas tout un tas de cotisations pour votre retraite, et ainsi de suite. Donc, on a énormément de problèmes d'encadrement de ce travail. Et après, je termine, parce qu'on a aussi touché brièvement, mais enfin, on y fait allusion, mais c'est un peu ça aussi le point le plus controversé, si l'on veut, de cet ouvrage, j'insiste sur le fait qu'il y a une troisième famille de travail numérique. Le travail numérique qu'on appelle le travail social en réseau, et qu'on a tendance à considérer comme du travail gratuit. Travail gratuit, c'est-à-dire le travail que chacun d'entre nous réalise. Parce que nous aussi... quand je clique sur j'aime sur Facebook... Voilà, justement. Ou alors chaque fois que je laisse... j'envoie un emoji pour signifier mon sentiment vis-à-vis je sais pas, d'un post, d'un message, et ainsi de suite. Ou alors quand je regarde une vidéo YouTube. Là aussi, on est en train de faire la même chose que les chauffeurs Uber, que les micro-tâcherons du clic partout dans le monde. On est en train, en gros, de produire de la data et par le même geste de produire de la valeur. Pourquoi ? Parce que cette valeur, tout comme pour Facebook, pour Uber et pour Amazon, produit de la data qui est utilisée
d'une part à des fins de ciblage universitaire, mon Dieu, de ciblage publicitaire et automation, donc c'est-à-dire pour produire des services automatiques. Quel type de services automatiques? Par exemple, à chaque fois que Facebook ou Twitter vous suggère quelque chose à regarder, ou YouTube vous dit vous avez regardé une vidéo de Lady Gaga, peut-être que vous allez aimer, je ne sais pas, une autre vidéo d'une artiste ou d'un artiste proche de celui-là. Et comment savent-ils que c'est proche et que ça pourrait coller à mes goûts et à mes intentions? Parce que d'abord, il y a énormément de travail de qualification de ces vidéos, c'est-à-dire il y a énormément de personnes qui passent leur vie à ajouter des labels, donc à labelliser ces vidéos, et après, parce que moi-même, je suis en train de labelliser les vidéos. Chaque fois que je mets un pouce sur YouTube, je suis en train d'enseigner, de déclarer à YouTube, je suis intéressé par ce service-là. On travaille pour la machine, on ne travaille pas simplement pour nos propres recommandations plus tard. Alors la question est justement de voir quelle est la part de travail pour nous et quelle est la part de travail pour la machine. Et le pari théorique que je fais dans cet ouvrage et que mes collègues qui s'occupent de la même chose, du même sujet que moi font, et qu'on est largement en train de réaliser ce que Marx aurait appelé de Mehrwerk, c'est-à-dire du surplus de travail qui va à la machine, qui sert à la machine. Et par la machine, je veux dire finalement par la structure capitaliste qui régit la machine. Donc c'est la grande plateforme. Et c'est pourquoi je m'efforce énormément dans cet ouvrage vraiment de préciser qu'est-ce qu'une plateforme. Oui. Parce qu'on est en train vraiment si on continue de penser que Amazon, Google, Facebook sont la même chose qu'une entreprise classique, on se trompe de combat. On se trompe même d'analyse, bêtement. Parce qu'une plateforme est autre chose qu'une entreprise du XXe siècle. Le XXe siècle nous avait habitués à des entreprises qui étaient, d'abord, des entreprises n'étaient pas des marchés. C'est autre chose que le marché. Vous avez le marché et vous avez l'entreprise qui vend ses services et ses biens sur le marché. Or, avec Amazon, typiquement, c'est l'opposé. C'est une entreprise qui est en même temps un marché. D'ailleurs, le mot marketplace sur ces plateformes existe et devient de plus en plus visible et quasiment synonyme. Vous dites que le terme était utilisé au XVIIe siècle. Il a été détourné en fait par ces entreprises. Oui. L'idée est que le mot plateforme, encore une fois, c'est un mot qui nous vient de l'anglais, ou plutôt un concept d'une branche particulière des sciences politiques qui s'appelle la théologie politique. C'est une sorte de métaphysique politique et qui était très développée entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Et donc autour du XVIIe siècle anglais, en gros entre les deux révolutions anglaises, se réalise une sorte d'utilisation du mot plateforme pour désigner un concept politique précis qui est donc un concept de programme politique. Une plateforme, comme aujourd'hui on le dit, la plateforme d'un parti, en anglais on l'utilise encore plus qu'en français, mais c'est pour dire une intention programmatique. C'est la promesse de ce qu'on va faire. Et si l'on veut, Google, Facebook nous déclarent à chaque fois, chaque jour, par leur prise de parole, par leur interface même, ce qu'ils vont faire. Ce sont des programmes véritables et des programmes qui ont un impact politique. Et après Cambridge Analytica, on a vu à quel niveau. Mais en même temps, il y a aussi un élément important qui a été détourné. Au XVIIe siècle, à l'époque anglaise, la plateforme était un concept, si l'on veut, qui renvoyait à la mise en commun des biens. C'était un concept qui a été vraiment bien travaillé par un mouvement politique de l'époque qui s'appelait les bêcheux, les diggers en anglais. Donc c'était un mouvement proto-communiste du XVIIe siècle qui opérait des collectivisations de terrains et de parcelles de terre qui étaient de propriété de seigneurs féodaux. Et donc là, d'une part, il renvoyait à l'idée qu'il faut créer une richesse qui soit un trésor commun pour toute l'humanité. Et en plus, ils insistaient beaucoup sur un autre élément, qu'il faut casser la logique du travail, qu'il faut empêcher à tout prix le travail en termes de pénibilité du travail. Il faut que le travail soit libéré. Alors vous voyez comme c'est des concepts puissants. Donc d'une part, vous avez abolition de la propriété privée, abolition du travail, mise en commun des biens, et tout ça, on le retrouve dans l'idée de la plateforme numérique aujourd'hui, mais détournée
transformé dans quelque chose de complètement hybride et complètement méconnaissable, parce qu'à chaque fois que vous entendez Google qui dit nous on fait du open, ou alors on cherche à aider par exemple tout un tas de services de mise en commande des biens, c'est la même idée de la mise en commande, mais en même temps qui donne un profit pour un capitaliste. Ou alors quand vous dites que Uber est en train de ubériser le code du travail, et là aussi ils sont en train de dire non au travail subordonné, pénible, et en même temps au nom de quoi? Au nom d'un travail précarisé, au nom d'un travail sans encadrement légal, sans protection, sans tutelle. Et donc, encore une fois, il y a une manière de récupérer, une véritable récupération politique et économique de ce concept qui est central, crucial pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine des intelligences artificielles. Parce que c'est les plateformes numériques qui ont désormais pivoter, c'est-à-dire changer complètement leur modèle d'affaires pour s'orienter de plus en plus sur les intelligences artificielles aujourd'hui. Et ce sont elles plutôt qui portent ce programme politique de l'automation généralisée, effectivement de la machine learnisation du monde. Si on veut. Ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, Antonio Casilli, c'est qu'il y a un rapport géographique aussi dans cette affaire. C'est-à-dire que les plateformes sont au nord, les travailleurs du clic, en tout cas une partie de ceux que vous désignez, et vous parliez du Pakistan, vous parliez de Madagascar, sont dans des pays en développement, pour le dire comme ça le plus généralement. Il y a une tension qui se crée là. Vous parlez d'une forme de colonialisme technique. Alors, j'en parle justement pour dire que je ne suis pas d'accord avec la définition de colonialisme. Et je considère plutôt ça comme une sorte de manifestation de migration virtuelle, si l'on veut. C'est-à-dire d'une migration sans déplacement, voire à la limite de forme de délocalisation non matérielle. À quel point de vue? Bon, alors, si on regarde en effet la géographie du travail du clic, tout en insistant beaucoup sur le fait qu'il y a certains services qui sont des services qui sont liés à des lieux. Donc, vous ne pouvez pas faire du Uber à distance, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire du Uber pour, je ne sais pas, justement, depuis le Madagascar. Vous avez besoin que quelqu'un soit en train de conduire justement dans votre quartier. Ou la même chose avec Foodora et la livraison express. Par contre, il y a des services qui peuvent être délocalisés très très loin. Alors, typiquement, tout le travail du clic, tout le travail d'entraînement d'intelligence artificielle et tout le travail de production de fausses viralités, vous pouvez justement le faire depuis n'importe où. Et on a tendance à le faire, figurez-vous, depuis les endroits qui sont les pays dans lesquels ça coûte moins. Typiquement, donc, des pays émergents et des pays en voie de développement, quoique on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a désormais une très forte différence entre un pays comme l'Inde et un pays, par exemple, comme le Kenya. Parce que d'abord, c'est des pays qui sont déjà positionnés sur certains types de services à distance. C'était ce que dans les années 90 on appelait les téléservices, ou qui étaient par exemple des services administratifs. C'était des gens qui faisaient la comptabilité depuis la Tunisie pour des entreprises françaises, ou alors les call centers qui étaient installés en Tunisie, en Turquie, en Roumanie, dans certains cas, en Bulgarie, et qui assuraient le service après-vente pour les entreprises. Ces mêmes téléservices, ces mêmes call centers se sont recyclés maintenant en ferme à clic ou en ferme à tâche, en micro-tâches, et aujourd'hui sont là en train de, classer et reconnaître, des images pour l'imagerie médicale. Et ça sert pour entraîner des intelligences artificielles appliquées à un système de la santé. Justement, est-ce que entre les années 90 et ces téléservices et aujourd'hui ces clics à distance, est-ce que les conditions sociales du travail ont changé? Alors, les conditions sociales ont changé dans la mesure où, quand même, on a eu une explosion démographique qui a fait en sorte, quand même, que énormément de personnes se sont présentées sur le marché du travail. Et donc, ces marchés du travail, au niveau mondial, doivent absorber de plus en plus de personnes. Alors, d'une part, elles sont effectivement absorbées par l'encadrement formel. Et soyons clairs, il y a de plus en plus de personnes partout dans le monde, je veux dire, au niveau de masse, qui sont aujourd'hui
employés formels. En même temps, il y a aussi encore plus de personnes qui ne le sont pas. Et donc, justement, si vous regardez les statistiques de l'OIT, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une montée exponentielle de tous les travaux atypiques, précaires, précarisés, etc., dont les microtâcherons du clic représentent, si l'on veut, la version extrême. La version extrême, dans la mesure où il s'agit souvent de personnes qui versent dans des situations extrêmement difficiles, qui vivent dans des zones rurales ou périurbaines, dans des pays en voie de développement, ou parfois qui cherchent désespérément à mettre un pied dans la porte du marché du travail dans des villes qui, au contraire, ou dans des clusters industriels de pays émergents. Je pense par exemple à Bangalore ou à Hyderabad en Inde, qui sont les Silicon Valley indiennes, dans lesquelles effectivement vous avez une poussée de talents en informatique, en sciences et ingénieurs. Oui, bien sûr, mais vous avez aussi une masse énorme de millions de personnes qui cherchent désespérément à travailler avec eux. Eux aussi, ils veulent avoir accès aux rêves de la Silicon Valley indienne, et pourtant, n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se réduisent à travailler en tant que microtâcherons, payés à la rage-pierre, voire moins à la micro-pierre, pour pouvoir effectivement entraîner des intelligences artificielles. Pour qui? Parfois pour des entreprises locales, lesquelles entreprises locales font partie de chaînes de sous-traitance qui, si on regarde bien, remontent jusqu'à nos pays du Nord. Et donc finalement, les personnes qui, comme nos collègues de Oxford, Mark Graham, qui est un géographe, qui étudie depuis des années ces flux de données, de microtâches d'un continent à l'autre, ils se rendent compte effectivement qu'il y a en effet un véritable passage de micro-travail, les microtâcherons sont recrutés dans des pays comme les Philippines, l'Inde, l'Indonésie, la Chine parfois. Et par contre, les entreprises qui achètent ce microtravail, donc via des chaînes de sous-traitance interminables, sont plutôt aux États-Unis, Royaume-Uni, France, Australie, donc des pays à haut revenu. Et là, on se rend compte, effectivement, il y a un découpage très fort entre un nord global et un sud global, et pas mal de personnes commencent à se dire, finalement, cela reproduit des formes de colonialisme ou des formes de néocolonialisme. Alors moi, personnellement, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Il y a des personnes qui poussent l'analyse encore plus loin. Donc, il y a un chercheur taïwanais, il s'appelle Jack Chu, qui parle par contre de esclavagisme, donc comme iPhone, esclavagisme. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas banaliser, à ne pas galvauder des notions qui sont fortes et qui sont surtout liées à des crimes contre l'humanité qui ne sont pas arrêtés. C'est pas, l'esclavagisme n'a pas disparu et le colonialisme continue, d'un certain point de vue, haut et fort, à marcher comme avant. D'autant que la continuité, mais elle existe aussi par rapport à une activité industrielle traditionnelle, par exemple le textile, et là ça se déporte sur une question technologique. Moi je pense que c'est vraiment, il faut regarder l'aspect économique de tout ça. Par-delà évidemment les déséquilibres importants et les asymétries politiques importantes entre le Nord et le Sud. Mais il faut regarder le côté économique, et si on regarde bien, il n'y a pas une superposition complète entre les pays qui étaient des ex-colonies et des pays qui étaient les colonisateurs. Alors d'abord, on se rend compte que par exemple, il y a des axes linguistiques, oui, bien, c'est certain. Les entreprises françaises ont tendance à délocaliser et à acheter, ou plutôt à recruter des microtâcherons dans des pays francophones, qui se trouvent en plus être des ex-colonies. Et si vous regardez par exemple les États-Unis, c'est vers les Philippines, qui était un gouvernorat. Ou alors, si vous regardez le Royaume-Uni, c'était vers l'Inde, évidemment. Alors oui, bien sûr, il y a ça, mais il n'y a pas une superposition totale. Parce qu'il y a certains pays, comme la Pologne, comme l'Ukraine, comme la Russie même, qui sont des pays de microtâches, c'est des pays de ferme à clic. La Russie, vous connaissez peut-être la plus célèbre ferme à clic russe, qui est l'usine à Troll de Saint-Pétersbourg, dont vous avez peut-être entendu parler certainement, mais ils sont actifs depuis un moment. Mais bref, ce n'est pas des pays qui sont identifiés au bloc décolonisé. Et alors, donc, de quoi on parle? On parle en réalité d'une sorte de, à mon sens, et ça j'insiste beaucoup sur ce fait-là, de manifestation de flux migratoires face à un contexte de barrage aux frontières. Nous sommes en train de militariser nos frontières. Aux États-Unis, en Europe, l'Europe est devenue une forteresse impénétrable dans la large partie, sauf si vous voulez vraiment mettre votre vie en danger. Et donc, face à ça, quelle est la meilleure manière pour travailler, pour avoir accès à la prospérité promise par les entreprises européennes? C'est de s'insérer dans ces chaînes de sous-traitance et
payé 0,0006 centimes pour réaliser la même tâche qui serait réalisée peut-être à la limite, dans la meilleure des hypothèses, par quelqu'un qui est reconnu et salarié. Mais donc là, on est en train d'une part de fragiliser la force de travail mondiale, ensuite de créer des formes de délocalisation et ensuite en plus de faire quelque chose avec nos flux migratoires qui ont à faire beaucoup avec les politiques xénophobes et anti-immigration qui s'installent hélas un peu partout dans le monde. Dans ce livre-là, Antonio Casilli, vous aboutissez à des propositions, des idées pour proposer en tout cas des pistes d'évolution de cette situation-là. Et la première chose est tout simplement déjà la prise de conscience. C'est-à-dire que cet objet du digital labor que vous posez au centre de votre livre, c'est l'idée d'en faire un objet à penser et qui soit connu du public. Mais avant d'aller vers ça, j'aurais une question, c'est est-ce que le public n'est pas au moins en partie, presque parfois sans le savoir, au courant de ça? Il y a cette fameuse chose, quand un service est gratuit, c'est que c'est toi qui le produit. Et c'est une chose qui est connue, qui est su, c'est une sorte de sorte de proverbe, de devise, et finalement on y va quand même. Je vous remercie Thomas justement pour avoir sorti la devise qui est un peu devenue le refrain de nos usages numériques des dernières années. Moi j'ai tendance à reformuler ce même proverbe en disant que si c'est gratuit, c'est pas que tu es le produit, mais tu es le travailleur du service. Et ça, c'est la prise de conscience qui n'a pas eu lieu. Mais moi, je pense que, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante. D'ailleurs, j'annonce mes couleurs depuis le début du livre. Hein. Il y a tout le premier chapitre qui s'intitule Les humains remplaceront les robots. Qui est une manière de renverser un dicton classique, hein, donc plutôt une idée, une prophétie dystopique selon laquelle on va tous être remplacés par des robots. Moi, je pense qu'effectivement, et ça c'est l'effort théorique de ce livre, est que les intelligences artificielles ne vont pas remplacer le travail humain, les processus métiers réalisés par les humains, mais ils vont le fragiliser, ils vont le fragmenter, ils vont le tâcheroniser, ils vont le transformer dans quelque chose qui est beaucoup moins payé. Tout ça au nom, évidemment, du profit de certains. En même temps, voilà, il y a des manières de sortir de là. Donc, d'une part, effectivement, la prise de conscience est cruciale et essentielle. Donc, on peut pas sortir de cet effet d'hallucination collective sur l'intelligence artificielle si on n'arrive pas à reconnaître que l'intelligence artificielle n'est pas si artificielle que ça. À la limite, j'aurais envie de dire, c'est un peu comme Marx disait que la religion c'est l'opium des masses, parce que la religion empêche de passer à l'acte, de prendre conscience de ses conditions, d'agir dans le présent. Et bien, la même chose se passe avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est l'opium des masses qui est en train d'empêcher aux travailleurs, par exemple, de prendre conscience de leurs conditions, du travail qu'on réalise. Et donc, effectivement, il y a un travail important si l'on veut, de prise de conscience, de reconnaissance. C'est ça le maître mot. Reconnaissance collective qui passe par 3 types d'initiatives. Et à la fin du livre, justement, qui s'intitule d'une manière nettement léniniste, que faire j'aurais dû ajouter camarade, un truc comme ça, voilà, bref. C'est ça, ces petites oui, lunettes, cette barbèche. À une époque, j'étais beaucoup plus léninien que ça. Moi, voilà. Que disais-je Les 3 propositions. Comment ? Les trois propositions. Donc la première, c'est une piste qui est la plus classique, celle qui va certainement m'attirer le plus de polémiques de la part de tout un tas de personnes qui travaillaient avec moi dans une mouvance de pensée qu'on appelle la mouvance opéraïste italienne, qui est mon idée est l'idée selon laquelle il faut faire intervenir les syndicats. Il faut que les syndicats, comme ils sont déjà en train de faire, s'activent, et ils sont déjà en train de s'activer pour réintroduire des éléments, d'une part, de défense, de protection, de reconnaissance de ce travail. Parce qu'on a des outils qui sont de nature légale, qui sont de nature sociale, qui sont de nature politique pour faire reconnaître ce travail. Et on le voit déjà. Alors, on le voit énormément sur tout le travail du type Uber, Deliveroo et compagnie,
compagnie, parce qu'il y a donc justement des syndicats qui s'activent, des syndicats des chauffeurs VTC, des livreurs à vélo. Hein, donc c'est des syndicats qui existent. Parfois c'est des syndicats du type classique. Voilà, nous on est en train de travailler avec EFO sur le microtravail en France. Parfois c'est des syndicats encore plus classiques que ça. En Allemagne par exemple, il y a un syndicat, le syndicat des métallos allemands qui s'appelle IG Metall, qui a lancé la première plateforme pour les travailleurs des plateformes. C'est presque de l'homéopathie. Au sens de dire qu'on combat le feu avec le feu. Mais justement, c'est une manière de faire en sorte que les micro-travailleurs s'expriment sur les conditions de micro-travail sur les plateformes. Et après, évidemment, il y a aussi des syndicats partout dans le monde qui commencent à parler de négocier l'algorithme, hein, de dire effectivement, il faut admettre que l'algorithme qui décide que votre GPS va vous conduire de A à B, eh ben, fait partie de votre métier. Et finalement, il faut négocier ça comme on négocie, on contractualise parfois les horaires de travail, la cotisation, etc., etc. Et à côté de ça, on a une nouvelle mouvance, une deuxième mouvance, une deuxième solution possible, ce qu'on appelle le coopérativisme de plateforme, qui est une manière de dire, bon, le problème, ce n'est pas la plateforme et ce n'est pas l'automation en tant que telle, c'est le capitalisme. Le problème est qu'il faut introduire une architecture de la propriété qui ne soit pas exclusivement la propriété privée à laquelle nous habituent évidemment Facebook, Google et compagnie. Les GAFAM, comme on les appelle parfois. Et donc il faut parler plutôt de proposer le Uber du peuple ou le Twitter collectif. Et donc, effectivement, ils ont cherché à un certain moment à lancer une levée de fonds pour acheter Twitter. Bon, ils se sont plantés, hélas. Où ils ont lancé tout un tas d'initiatives, de coopératives sur plateforme. Donc, parfois, c'est des coopératives classiques, au sens d'économie sociale et solidaire, qui se plateformisent. Et parfois, c'est des plateformes qui se coopérativisent, qui s'inscrivent dans une mouvance mutualiste héritée du 19e et du 20e siècle. Mais il y a déjà l'équivalent de certains services sous forme sous l'égide du libre, du logiciel libre, du monde du libre. Ça existe déjà, ça? Bien sûr. Et là, effectivement, on se heurte, à mon sens, à celui qui est le problème, ou plutôt la limite principale de cette approche basée sur l'idée de libérons telle plateforme, collectivisons telle plateforme, coopérativisons cette plateforme. Le fait qu'ils ne sont jamais à l'abri d'une récupération marchande. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des plateformes collaboratives qui se font constamment racheter par des grands groupes industriels. J'ai à l'esprit, par exemple, GitHub pour les gens qui font du code, qui sont des développeurs informatiques. Vous savez que GitHub était une expérience collective de participation bénévole pour construire des logiciels, les mettre en commun pour faire en sorte que chacun puisse profiter de ces logiciels, jusqu'au jour où Microsoft l'a racheté. Et il y en a 10 000 d'exemples de ce type-là. Et le problème des plateformes, du coopérativisme de plateforme est qu'il n'est pas à l'abri de cette récupération. Je vous donne un exemple qui, encore une fois, est un exemple un peu polémique parce que c'est un collègue, un cher ami, donc c'est le Trebor Scholz, le même collègue qui avait qui avait lancé le débat sur le Digital Labor en 2012, a créé un consortium qui s'appelle Platform Cooperativism et qui a très très bien marché pendant 2 ans, qui montait en puissance, qui avait une reconnaissance internationale jusqu'au moment où Google s'est pointé et lui a filé $1 million pour, grosso modo, développer des kits de plateformes coopératives sous l'égide de Google. Moi, je m'inquiète sur le futur de cette initiative, dans la mesure où, effectivement, Google a une certaine tendance, à un certain moment, à présenter la facture. Troisième approche, dernière approche, c'est une approche qui est vraiment naissante et qui est vraiment bien basée dans des débats qui sont européens, qui sont français, la large partie, c'est l'approche des comment. L'idée selon laquelle on a aujourd'hui une réflexion en cours sur comment faire pour lancer une mise en commun des plateformes. Ce n'est pas un coopérativisme des plateformes, c'est une manière de faire revenir la plateforme à son projet politique initial. Un projet politique qui promet effectivement une mise en commun de richesse. Et donc, l'idée est effectivement de considérer la plateforme comme si c'était effectivement un commun naturel. Mais c'est un commun de données, par exemple, ou de connaissances, ou d'algorithmes. Et donc, dans ce contexte-là, même si cette plateforme réalise de l'automation, ce serait une automation qui deviendrait une richesse collective. Une richesse collective pour laquelle il faut s'inventer des nouvelles modalités de redistribution
de la richesse produite. Et l'une de ces modalités pourrait être un revenu de citoyenneté numérique ou un revenu universel numérique, comme je l'appelle, qui est une proposition que je fais depuis un bon moment, depuis 2013 finalement, parce qu'en France, on a heureusement une réflexion en cours, par exemple, sur comment taxer les GAFAM, comment taxer les grandes plateformes, même si effectivement il y a pas mal de doutes sur l'efficacité de notre gouvernement actuel, justement, pour leur capacité à les taxer. Mais l'idée est, une fois qu'on les a taxés sur la base, comme disait un célèbre rapport de Bercy de 2013, du travail invisible, donc du digital labor des usagers des plateformes, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a récupéré? Et mon idée est, il faut l'utiliser pour repayer les travailleurs que nous sommes, toutes et tous, grâce à un revenu universel numérique qui serait donc inconditionnel, le même pour tout le monde, et qui serait une manière de faire revenir à la collectivité un ensemble de la richesse produite collectivement. C'est ça, c'est le revenu social numérique. Vous faites quel lien d'ailleurs avec les débats qu'il y a eu, qui commencent à émerger depuis 2-3 ans publiquement sur le revenu minimum de base, par exemple? Il y a quelque chose en commun là, forcément. Oui, non, mais l'idée est qu'il y a énormément de propositions en cours aujourd'hui, et des plus intéressantes. Enfin, en France, je parle pas de revenu universel parce que, par exemple, je m'inscris à un faux par rapport à d'autres propositions, comme par exemple l'idée du salaire à vie ou d'autres propositions similaires. Il y a des propositions qui vont dans le même sens. Parfois, il y a d'énormes mensonges. Je pense à l'expérience italienne. Donc, le gouvernement de Panta léguiste, donc c'est les gens du mouvement 5 étoiles, donc Panta, ça veut dire 5, et léguiste, vous le connaissez, donc c'est la Ligue Nord, un parti fasciste. Ce gouvernement-là a promis que depuis le mois d'avril, les Italiens vont avoir un revenu universel. Or, il se trouve que ce n'est pas un revenu universel, parce que c'est seulement pour les Italiens, ensuite. Deuxième, c'est seulement pour les Italiens au chômage. Ensuite, c'est seulement pour les Italiens au chômage qui se comportent bien sur certains points de vue. Par exemple, les gens qui sont divorcés ne pourront pas avoir accès. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ils ont inventé des règles, ils sont complètement débiles. Et en plus, si on regarde bien, ce n'est pas un revenu universel, mais c'est tout simplement un soutien, une aide pour les chômeurs, qui en Italie, normalement, n'étaient pas vraiment bien aidés comme en France ou dans d'autres pays. Et en plus, c'est quelque chose qui est plutôt une aide pour les entreprises. Parce que si vous êtes une entreprise et vous embauchez un porteur de revenus dit universel italien, c'est à l'entreprise qu'on va verser le revenu universel. Alors vous voyez bien qu'il s'agit vraiment parfois de propositions qui sont complètement loufoques, voire carrément dangereuses. Oui, là, dans votre proposition, c'est la redistribution d'une valeur créée par ce travail du clic et qui est transformée donc en revenu social numérique. On entend dans ces propositions aussi, Antonio Casilli, comme l'écho on s'en souvient peut-être de cette déclaration d'indépendance du cyberespace qui avait été signée à la fin des années 90, si je me souviens bien, où justement les questions de libre circulation, d'ouverture, de partage, tout ça a été central. Et là, vous amenez à la fin de ce livre comme un retour à cette... C'est pas vraiment une utopie, c'était une sorte de programme qui avait été mis sur le papier plutôt sur l'écran par ces pionniers qui avaient réfléchi à ça. Comment transformer ce qui a l'air d'être disparu, du fait de ces GAFAM notamment et de nos usages, comment finalement retourner la situation pour retourner aux fondamentaux? Oui, donc c'est un gros « make Internet great again ». Non, pas, disons, voilà, bref, c'est clair, oui, il y a un côté il y a un effort de ma part de se repositionner dans un contexte utopique, dans une vision utopique d'Internet, parce que c'est une utopie qu'on peut encore, que nous pouvons encore créer. Et c'est aussi une manière de répondre à mes critiques. Donc les gens qui constamment s'efforcent de me présenter comme une espèce de unabomber, ou pour les gens qui ne se rappellent pas, unabomber était un célèbre technophobe qui poussait sa technophobie à l'extrême jusqu'à envoyer des bombes à des gens qui créaient des services informatiques. Je ne suis pas un technophobe, je ne suis pas un critique d'Internet. J'insiste beaucoup sur le fait que je suis vraiment un utopiste extrémiste dans mon positionnement. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'en effet, oui, Internet est une promesse, et une promesse qu'on cherche à étouffer, ou alors
vis-à-vis de laquelle on cherche à revenir un peu en arrière. On cherche justement à l'embrigader dans un contexte de capitalisme des plateformes, mais on a une possibilité de revenir effectivement à... c'est pas forcément l'Internet de début, parce que l'Internet de début, c'était pas l'Eldorado justement de personnes qui voyaient que des projets merveilleux. Il y a énormément de limites. La première limite, évidemment, était que c'était un Internet, celui du début, je veux dire, des années 80 et 90, le web, un Internet d'hommes blancs, de mecs blancs, et de classe moyenne, et avec un niveau supérieur. Donc voilà, c'est pas le cas aujourd'hui. Et justement, il faut introduire un Internet qui soit inclusif, qui soit capable, par exemple, de accueillir les masses travailleuses du sud du monde sans forcément les cantonner à cette situation infâme de cliquer pour survivre en ligne et survivre même dans leur vie de tous les jours. Il y a une manière effectivement de proposer un Internet meilleur que celui-là. Alors avant de faire circuler les micros dans la salle pour que vous puissiez poser directement vos questions à Antonio Casini, moi j'en ai une dernière, c'est la phrase d'ouverture, la citation de Tocqueville au début du livre, je crois que nous nous endormons alors qu'il est sur un volcan. Et vous ouvrez ce livre avec ça, alors c'est quoi? C'est une manière de souligner le trait? De souligner le fait qu'en effet, il y a une ébullition véritable. C'est une réalité en ébullition. Et qu'on a, justement, c'est pas une question de dévoiler quelque chose qui était caché, c'est un effet d'endormissement généralisé, bercé par la mélodie de l'intelligence artificielle, et nous sommes en train de nous endormir face au problème principal. Le problème principal, c'est les conflits sociaux qui se préparent autour des plateformes. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils se préparent, que c'est des conflits qui naissent, qui émergent et qui n'arrivent pas complètement à se composer. Et justement, c'est aussi un peu ce que je dis plutôt vers la fin, qu'on a un problème de subjectivité du travailleur du clic. Ce travailleur du clic est complètement justement endormi, complètement hypnotisé par l'idée selon laquelle, oui, aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner des algorithmes, vous êtes en train de travailler pour la machine, mais très vite, la machine va se passer de vous. Vous êtes constamment en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Au contraire, on est constamment en train de repousser l'horizon de l'automation parce que chaque jour, on introduit des nouveaux services automatiques, soi-disant automatiques, qui ont besoin encore plus de travail humain. Et donc, on est en train à chaque fois de demander plus de travail humain, d'injecter des masses de personnes qui constamment vont rester là. Elles sont là pour y rester. Et dans toute cette situation, justement, il crée un effet d'ébullition sociale qu'il faut prendre en compte, qu'il faut considérer comme l'un des enjeux majeurs de la prochaine décennie. Donc, il faut donner au travailleur du clic l'image de lui-même, c'est ça qu'on comprend. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonsoir. Je n'ai pas compris quand vous avez dit que quand j'utilise Google Maps, je travaille pour Google. Alors, je vais vous donner plutôt d'autres exemples liés à Google. Le premier pourrait être un service qui s'appelle reCAPTCHA. Vous l'avez utilisé? Alors, reCAPTCHA, pour les gens parce que vous allez voir, il y a un lien avec Google Maps, Google Street View surtout. reCAPTCHA est un service que vous avez utilisé certainement si vous avez cherché à récupérer un mot de passe ou à vous inscrire, par exemple, pour un événement comme celui-là. Non, pas celui-là en particulier. Et c'est un service dans lequel vous devez montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc, montrer que vous n'êtes pas un robot. Et comment ça se faisait jusqu'à il y a quelques années? Vous deviez retranscrire des mots qui étaient un peu détournés, un peu difficiles à lire. Et pourquoi vous étiez en train de démontrer que vous n'êtes pas un robot? Parce que justement, les robots, c'est-à-dire plutôt les systèmes de reconnaissance textuelle de Google, avaient déjà cherché à lire ces mêmes mots et ils avaient échoué. Et donc, c'est seulement les êtres humains qui sont capables de donner un sens, par exemple, à quoi? D'où sont-elles tirées ces phrases, ces mots, etc. Elles sont tirées de livres de Google Books. Google Books scannerise, donc numérise des livres, et après, par contre, a besoin pour les lire de quelqu'un qui aide, qui donne un coup de pouce à leur logiciel de reconnaissance textuelle. Et c'est vous, c'est-à-dire c'est nous. C'est à chaque fois que nous cherchons à récupérer un mot de passe, nous sommes en train de produire de la connaissance et de la valeur pour
Google. Alors, Google ne se limite pas à ça, parce qu'elle a commencé aussi à utiliser, et déjà depuis 2010, ce système reCAPTCHA pour aider Google Maps et Google Street View en particulier. Parce qu'à un certain moment, il vous proposait non seulement de retranscrire des mots, mais aussi de lire, par exemple, des numéros, des adresses, par exemple, ou de reconnaître, et ça c'est plus récent, des devantures de commerce, donc, de magasins. Et pourquoi? Parce que là, vous êtes en train d'aider les systèmes de reconnaissance visuelle, donc ce qu'on appelle computer vision, de Google. Donc, à chaque fois que nous utilisons des services de ce type-là, nous sommes en train, effectivement, d'aider ces services de Google, lequel Google est vraiment le maître de la mise au travail non reconnue de ses propres usagers. Pensez à un autre service, Google Translate. C'est basé sur un système d'apprentissage statistique qui fait en sorte, en gros, qu'il vous propose une solution. Bon, par exemple, je veux traduire le mot en attendant les robots en anglais. Il vous propose une phrase. Il vous propose une phrase et après il vous dit « Est-ce que vous aimez cette traduction ?» Ou alors vous pouvez proposer une meilleure traduction. Et là, vous pouvez à ce moment-là saisir votre propre traduction. Et après, sur la base effectivement d'une moyenne pondérée, ils arrivent à dire « Bon, effectivement, cette autre phrase marche mieux que la première. » Et donc, il y a énormément de personnes qui, chaque jour, sont en train d'aider Google à améliorer ses services. Son système, son moteur de recherche même. Le moteur de recherche même apprend au fil de nos propres requêtes lesquelles sont les chaînes, les enchaînements de mots les plus pertinents par rapport à une certaine requête. Si par exemple il y a une explosion de grippe, Google apprend que tout le monde dans un certain pays ou dans une certaine ville recherche symptômes de la grippe. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on est en train d'accompagner le travail de ces algorithmes et par la même occasion de produire de la valeur pour les propriétaires, les patrons des algorithmes. Merci. Est-ce que je peux ajouter un élément important? Il y a eu un changement vraiment crucial à partir de 2016 autour de reCAPTCHA, ce même service. Vous avez peut-être remarqué que Google a arrêté de vous proposer des mots et commence à vous proposer plutôt des photos de chatons ou des images, voilà, reconnaître la signalétique, etc. Pourquoi? Alors, il se trouve que Google, encore une fois, il ne cache rien. En 2008, ils avaient publié dans la revue Science, qui est quand même une revue très connue, un article dans lequel le créateur même de reCAPTCHA disait « Écoutez, c'est du travail des foules. On met au travail nos usagers et c'est du travail qu'on ne paye pas. » Il le disait, noir sur blanc. Vous pouvez le citer. À un certain moment, les utilisateurs de ce service ont dit « Attendez, là vous avez dit que c'est du travail ?» « Oui, c'est du travail. » Alors vous savez quoi? On monte une action en justice dans un tribunal du Massachusetts pour nous faire reconnaître en tant qu'employés de Google. Parce que pendant des années, on a réalisé du travail gratuit pour l'entreprise. Et donc, à un certain moment, il y a eu une class action, donc un recours collectif de quelques centaines de personnes qui, malheureusement, et ça c'est les limites du droit américain, n'a pas été accepté. Mais Google a eu chaud. Et à un certain moment, donc en 2015, la Cour du Massachusetts a décidé de dire que non, ces personnes-là ne pouvaient pas être requalifiées en travailleurs. Et pourtant, Google, l'année suivante, a changé complètement le visage de son reCAPTCHA et a dit c'est fini reCAPTCHA, il n'y a plus de reCAPTCHA. Elle a lancé un service qui s'appelle aujourd'hui NoCAPTCHA reCAPTCHA. Il faut vraiment être vraiment inventif pour s'imaginer, qui est exactement le même service, sauf qu'avec des chatons ou de la signalétique de la route, et pas des mots. Voilà. Donc c'est aussi au fil des conflits et des litiges et des contentieux liés au travail que ça change au sein des plateformes. Voilà. Une autre question. Bonsoir. Vous avez beaucoup évoqué dans vos propos le lien qu'on pouvait faire entre la capacité des plateformes à accéder à des données et leur capacité à s'enrichir ou à accroître leur puissance. Est-ce que, sur un autre plan, on ne pourrait pas aussi parler d'une relation qui existerait entre la capacité des États et de leurs opérateurs à accéder à des données et l'optimisation de la gestion de la relation à l'usager, au citoyen, leur capacité aussi à se défendre par rapport à d'autres pays, à maintenir un rapport de puissance, voire à être indépendante par rapport à ces mêmes plateformes, ces grandes compagnies, ces GAFA? Oui, alors en effet, il y a une mouvance actuelle de plus en plus développée, surtout d'où nous parlons, depuis la France, de ce qu'on appelle l'idée de l'État plateforme. L'idée de l'État plateforme
qui, à mon sens, est un peu le cousin un peu plus intelligent de l'État start-up, si l'on veut, l'idée selon laquelle, effectivement, il faut faire revenir la plateforme à son esprit politique, justement en reconnaissant que c'est un programme politique et qu'il faut en plus l'ancrer à l'action du gouvernement, d'un pays, d'un État-nation au sens moderne du terme. Et comment le réaliser? Alors, effectivement, d'une part, l'idée est, effectivement, de faire en sorte que l'État soit une espèce de plaque tournante à laquelle on peut rattacher tel ou tel service. Et parfois, le service peut être réalisé par des collectivités, par la société civile, par des corps intermédiaires, parfois par des entreprises, parfois par la fonction publique classique. Donc, effectivement, vous avez, que sais-je, la santé, vous pouvez le faire par une start-up ou par les hôpitaux de Paris, et ainsi de suite. Où est le problème là? Le problème est évidemment de la convergence de logique privée et de logique publique, ce qui pose problème pour certains. Et donc, effectivement, derrière l'État-plateforme, quelle est la limite qu'on pose entre, effectivement, la logique publique et la logique privée? Et donc, en réalité, c'est un débat et une controverse qui est beaucoup plus ancienne que les plateformes aujourd'hui. Après, l'idée, pour moi, est que, justement, j'insiste beaucoup sur le fait que la plateforme, le mot plateforme est en soi un concept politique, mais un concept politique lié à une certaine mouvance politique, de laquelle un État-nation, en plus avec ses exigences de gestion de pouvoir régalien, s'éloigne. Parce que c'est clair que les diggers, les bêcheux anglais du XVIIe siècle n'étaient pas en train de penser aux cyberattaques et de comment se défendre en créant notre propre cyberarmée dans le cyberespace. Au contraire, ils étaient des pacifistes, figurez-vous. Et ils prenaient plutôt l'idée selon laquelle il fallait plutôt œuvrer pour la paix dans le monde, la paix éternelle et généralisée, et non pas justement pour taper sur les Ukrainiens, comme le font les Russes, ou sur les Américains, comme le font les Chinois. Donc du coup, effectivement, on est en train de resituer complètement l'idée de la plateforme en tant qu'entité politique dans un contexte qui, à mon sens, est beaucoup plus sombre et très très éloigné de l'idée initiale. Et donc on risque de faire un détournement qui est un peu du même type, mais sous un signe différent, très très proche à celui que les plateformes propriétaires capitalistes ont déjà réalisé. Toute question, oui. Madame, Bonsoir. Alors, on constate toutes que le gratuitiel n'existe pas, mais qu'en parallèle, nous profitons quand même de services tout à fait performants, qu'ils s'appellent Google ou autre, peu importe, si vous voulez. Comment résoudre cette adéquation en se disant, bah oui, le gratuitiel n'existe pas, mais d'un autre côté, vous voulez, on ne paye pas. Oui. Donc on ne paye pas ces services performants que l'on a. Il faut bien résoudre un peu cette équation un peu compliquée. Je suis complètement d'accord. J'aime beaucoup, encore une fois, le fait que vous réexhumez ce terme gratuitiel. C'est très beau. Moi, j'ai tendance à mettre le mot gratis entre beaucoup de guillemets. Et quand je parle dans cet ouvrage de travail gratuit, je le fais toujours entre guillemets. Parce qu'à mon sens, le problème de la gratuité est un malentendu foncier de nature économique. Sur les plateformes, la gratuité n'existe pas. On a tout simplement des architectures des prix qui peuvent changer selon les groupes des usagers. Je vous donne un exemple. Deliveroo, plateforme de livraison de nourriture, a 3 catégories d'utilisateurs. Des utilisateurs qui payent pour accéder, c'est les restaurateurs, et évidemment les mangeurs aussi, donc nous-mêmes. Et après, il y a des catégories pour lesquelles il n'y a pas de gratuité, mais au contraire, il y a carrément un prix négatif. C'est les livreurs. Ils ont un prix négatif, c'est-à-dire pour accéder, ils sont payés. Ils reçoivent une incitation économique pour participer. Alors, changeons un peu l'analyse et regardons plutôt du côté de Facebook. Facebook a 2 catégories, au moins 2 catégories d'utilisateurs. Des personnes, moi je dirais même 3, mais bref, des annonceurs qui payent pour accéder à Facebook, et de l'autre côté, il y a des personnes qui ne payent pas pour accéder à Facebook. C'est nous toutes et nous tous. Alors, de ce point de vue-là, vous voyez, c'est tout simplement un choix de la plateforme de décider qui paye quoi. Mais il n'y a jamais de gratuité. Il y a tout simplement un prix, qui peut être majeur, mineur ou égal à 0.
Et le reste, c'est seulement du calcul circonstanciel, c'est-à-dire lié vraiment aux circonstances, au type de public que vous cherchez à attirer vers votre plateforme ou au type de service. Mais de ce point de vue-là, la gratuité, à mon sens, il faudrait carrément s'en débarrasser. Tout comme il faudrait se débarrasser de l'idée selon laquelle, justement, voilà, c'est gratuit parce qu'on reçoit un service. Bien sûr, on reçoit un service. D'abord, il faudrait vraiment s'interroger sur la qualité du service. Ce que vous dites, par exemple, que sais-je, Facebook marche très bien. Moi, j'ai des doutes. Facebook est sujet à des critiques depuis sa naissance sur son mauvais fonctionnement en termes de gestion de données personnelles, en termes de monétisation des dites données personnelles, en termes de sécurité informatique, en termes évidemment de création d'effets dysfonctionnels de type de nature sociale. Et en plus, Facebook est aussi sujet à une critique très âpre sur sa manière de sélectionner l'information. Donc si Facebook, nous on le considère tout simplement comme une plateforme, un média social, un média comme les autres, hein, donc qui produit des contenus et qui les classe, eh ben, il y a des doutes sur la qualité de son classement, dans ce qu'on appelle l'algorithme de Facebook, donc le ranking du mur de Facebook, celui qui décide que par exemple telle information remonte et telle redescend, est basé sur des éléments qui sont arbitraires, qui changent selon les lubies et les caprices de Mark Zuckerberg ou les craintes de Mark Zuckerberg, et en plus que vraiment il faudrait faire un effort pour dire que c'est de la qualité. Et j'ai vraiment hâte d'être en 2050, peut-être je serais mort, mais ou alors peut-être je serais cryogénisé, je verrais comme un cerveau dématérialisé dans un serveur, mais pour regarder à comment on se servait de cette information classée par des algorithmes de ranking dans les années 10, et on dirait, c'est terrible, c'était atroce. Comment on peut parler, je ne sais pas, des années 60 et de dire, je ne sais pas, à quel point on fumait à l'époque dans les espaces publics. Cette amiante. Oui, voilà, quelque chose de ce type-là. Il reste une dizaine de minutes, madame, devant. Il y a un micro qui arrive. Bonsoir, je suis Véronique Bonnet, je suis vice-présidente de l'April, donc l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Comme il a été question du logiciel libre tout à l'heure, il me semble que vos propos invitent à faire la différence entre ce qu'on appelle l'open source, c'est-à-dire on ouvre le code source de façon à optimiser, de façon à faire en sorte que le grand nombre de rapports de bugs permettent d'éclairer, permettent donc d'arriver à une formule algorithmique qui soit optimale, et ce qu'on appelle donc le free software, c'est-à-dire ce qui vise l'autonomie de l'utilisateur. Or, dans vos 3 points, il me semble qu'il y a un mot qui pourrait éventuellement être souligné. Vous êtes référé à l'éducation. Effectivement, l'autonomie, la compétence à donner à soi-même une loi, passe par des mesures éducatives. Êtes-vous confiant dans les mesures éducatives, par exemple de l'informatique pour tous, qui vont être développées dans notre pays? Merci beaucoup. Merci madame, merci à vous. Bon, vous savez très bien que quand même, disons que mon activité est celle d'éducateur. Enfin, évidemment, j'ai une confiance, je dirais pas aveugle, mais très développée dans les outils de l'éducation. Vous savez aussi que dans mes activités militantes, je fais partie d'une association qui est très proche de la vôtre, qui s'appelle la Quadrature du Net, et dans laquelle on travaille justement aussi pour introduire des éléments d'éducation aux libertés numériques, et même à la reconnaissance de certains usages vertueux du numérique. La question est très bêtement, si l'on veut, d'une part, effectivement, il faut aider une dynamique d'éducation et d'apprentissage collectif. Hein. Moi, j'insiste beaucoup plutôt sur le côté apprentissage. Il y a un côté d'apprentissage collectif qui se fait d'une part grâce à des initiatives, d'une part grâce à des mouvements qui se mettent en place, tels le vôtre, et aussi d'une manière, je ne dirais pas spontanée, mais ni organique, mais basée sur les erreurs du passé. Je vous donne un exemple qui n'est pas lié forcément à ce que vous citiez, mais par exemple la question de la gestion des données personnelles. Je considère qu'en 2018, on ne fait pas les mêmes bêtises avec les données personnelles qu'en 2008.
et qu'il y a, surtout dans des pays européens, grâce aussi à un accompagnement de nature institutionnelle, je pense au RGPD, et par exemple la mise à disposition de certains outils légaux, on est en train effectivement d'apprendre collectivement énormément de choses sur comment nos données sont utilisées. Après, la question est est-ce que cet apprentissage peut être réduit à de l'éducation, c'est-à-dire à un programme du type le numérique inclusif, le numérique pour tous. Il y en a énormément partout dans le monde d'initiatives de ce type-là. Moi, j'ai peur que derrière ces programmes, je ne vais pas faire des critiques circonstanciées, mais il y a une critique générale qu'on peut faire, qui a une certaine tendance à raisonner par solution miracle ou par silver bullet, comme dirait en anglais. Donc c'est la balle en argent qui tue le vampire ou alors qui nous débarrasse de l'élément qui nous dérange. Le problème principal est que c'est pas, par exemple, je pense à enseigner le code aux enfants. C'est pas seulement en faisant ça qu'on va justement inciter des dynamiques vertueuses de prise de conscience sur les usages numériques. Parce que d'une part, personnellement, je considère que chacun d'entre nous fait un peu de code. Il y a énormément de choses qu'on ne reconnaît pas en tant que code, mais on est en train de coder. Parfois même la manière de composer à une adresse dans notre navigateur, ça s'assimile à du code. Ou la manière d'enchaîner certaines requêtes dans un moteur de recherche s'assimile à du code. Donc d'une part, apprenons plutôt à reconnaître le code que nous faisons déjà et les codeurs que nous sommes déjà. Et après, de l'autre côté, effectivement, il ne faut pas s'imaginer qu'un enfant, grâce à l'apprentissage du code, est en train de se rebrancher complètement le cerveau d'une manière automatique et qu'il va être un super hacker capable justement de battre toutes les menaces cyber ou autres. Et j'en suis l'exemple dans la mesure où je fais partie d'une génération qui est la première génération des personnes qu'on a, malgré mon âge, qu'on a identifiées comme les enfants de l'ordinateur. Moi, je faisais partie d'une génération, même en venant d'un milieu populaire en Italie, d'une génération dans laquelle mon père me disait « tu vas faire de l'informatique ». C'est l'informatique qui va t'aider dans le monde du travail. Et ce n'est pas par contre cette informatique-là qui allait être l'informatique outil de libération, outil d'émancipation, outil de meilleur positionnement dans un espace social et politique. C'était pour faire du pognon. Et ça marchait relativement mal, il faut le dire pour mon père. Mais voilà, donc du coup, c'est pas derrière des promesses faciles et des solutions miracles qu'on pourra, avec ça, qu'on pourra effectivement arriver à résoudre le problème qu'on a aujourd'hui. Une toute dernière question. Il y a des gens qui lèvent les mains et après ils sont pris d'une timidité. Non, je voulais savoir. Donc, une petite question qui est quantitative. Quand vous dites qu'il y a des masses de gens qui sont maintenant occupés à cliquer, une idée du pourcentage, je ne sais pas si on prend la totalité des travailleurs dans le monde, est-ce que c'est 0,5 ou 5 ou 10 ou je ne sais pas, et tendanciellement où ça va. Et la deuxième qui est un petit peu plus piégeuse, petite question, c'est en tant que citoyen, là, je ne sais pas, les 200 personnes où on est là ce soir, quelle est la conduite vertueuse ou c'est quoi des petits trucs justement pour aller dans le bon sens, pour essayer de rendre vertueux ce monde qui nous échappe un peu. Je réponds rapidement à la deuxième. Il n'y a pas de petits trucs, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'issue facile. Non, il n'y a même pas une question d'écologie personnelle. Malheureusement, c'est vraiment un effort collectif qu'il faut faire. Et c'est vraiment un parcours collectif. Il ne faut pas s'endormir tous collectivement sur le volcan. J'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas en faisant les bons gestes, il n'y a pas le geste qui sauve. Ce n'est pas comme le tri différencié. La question, pour vous donner des éléments concrets de réponse à votre question, alors d'abord, il faut bien comprendre que j'ai vraiment fait la distinction entre trois familles de plateformes, et j'aurais tendance à dire, pour vous parler d'ordre de grandeur, et après je vais rentrer un peu plus dans le détail, qu'on est en train de parler de quelques centaines de milliers de personnes qui travaillent sur les plateformes à la Uber partout dans le monde, donc centaines de milliers. On parle effectivement de centaines de millions de personnes qui travaillent dans le micro-travail, la deuxième famille, et après si on regarde le travail dit gratuit des plateformes, là c'est des milliards de personnes. Alors c'est pour vous donner des éléments de
de grandeur. Après, cherchons à donner un peu de mettre un peu de chair sur ce squelette. Il y a par exemple des efforts, je vais me concentrer sur le microtravail, parce qu'on est en train justement de finaliser avec mes collègues dans la salle notre estimation du nombre de microtravailleurs en France. Et là, on se heurte à un problème. D'abord de dire, parce que si je vous pose la question combien de personnes microtravaillent en France, alors d'abord il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que la France, donc la France métropole, etc., France territoire, hexagone, oui, bien, ok. Mais donc on exclut toutes les personnes qui travaillent pour des entreprises françaises depuis Madagascar, etc. Et là, on se rend compte, effectivement, on a un problème parce que les estimations sont toujours, normalement, à la baisse. La Banque mondiale avait publié en 2015 un rapport qui disait qu'il y avait à peine 40 millions de microtravailleurs dans le monde et encore qu'ils allaient monter jusqu'à 40 millions en 2020. Donc, ce n'était pas encore en 2015. Nous, aujourd'hui, selon nos estimations, partout dans le monde, on a amplement dépassé les 100 millions. Si on se fie tout simplement aux effectifs déclarés des plateformes, et parfois les plateformes ont tendance à surestimer, parfois par contre à sous-estimer, effectivement, c'est ça le type de chiffres ou d'ordre de grandeur dont on parle. Par contre, pensons à un pays comme la France. La France, vous vous dites, c'est un pays à haut revenu, c'est un pays dans lequel, normalement, on se dit, il y a quand même 80% de personnes qui ont un CDI, donc sur des effectifs sur de la force de travail, enfin, je veux dire, sur le marché du travail. Et en même temps, on se rend compte que, selon nos estimations, je ne vais pas vous donner les chiffres précis parce qu'on va publier dans 3 jours même l'article, mais on parle effectivement de dizaines de milliers de personnes qui sont des travailleurs très actifs. Et on parle de 50 et plus 1000 personnes qui sont plutôt des travailleurs réguliers. Et après, vous avez des travailleurs occasionnels qui dépassent simplement les 100 000 personnes dans un pays comme la France. Après, vous faites le calcul sur la masse des travailleurs. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que, encore plus important que le nombre, c'est le type de personnes que ce type d'activité, du travail du clic, sélectionne. Parce que la population qui semble être vraiment concernée, c'est surtout, par exemple, des femmes entre 20 et 40 ans qui ont déjà un travail et qui ont en plus une activité domestique et qui font donc une triple journée, qui donc ont un mi-temps, un micro-travail et en plus les tâches domestiques. Donc imaginez-vous effectivement le type de dynamique sociale, même au niveau des familles, des foyers, qu'on est en train d'introduire grâce à ce système qui, je répète, est un système qui est nécessaire pour nourrir l'automation à base d'intelligence artificielle actuelle. Le titre, c'est « En attendant les robots ». Ça paraissait paru aujourd'hui même dans la collection « La couleur des idées » aux éditions du Seuil. Il y en a quelques-uns, quelques exemplaires au fond de la salle. Merci Antonio Casilli d'avoir répondu à ces questions et merci à vous. Merci d'être venu, je suis Ariane. Merci beaucoup. C'était passionnant. C'était vraiment passionnant.